Comment créer une entreprise qui ne se contente pas de survivre, mais qui prospère et qui offre une vraie liberté? Alors, accrochez-vous bien, parce que ce chiffre fait froid dans le dos. 50%, oui, la moitié. La moitié des petites entreprises ferment boutique dès leur toute première année. 1 sur 2. C'est un chiffre brutal, qui met en lumière un problème fondamental dans la manière dont la plupart des entreprises sont pensées au départ. La vraie question, c'est donc, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi autant de passion, autant de travail acharné finissent par mener tout droit à l'échec? La réponse, en fait, elle se cache dans une série de pièges, à la fois mentaux et structurels, qu'on va décortiquer ensemble en s'inspirant des idées vraiment percutantes de Michael Hecht-Gerber et de son livre, le E-Myth Revisited. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va explorer 6 concepts clés. On va commencer par l'erreur fondamentale que presque tout le monde fait en se lançant, puis on verra le conflit interne qui tiraille les créateurs, les étapes souvent difficiles de la croissance, le changement de mentalité qui est absolument nécessaire, la méthode pour construire une machine bien huilée, et pour finir, comment l'améliorer sans cesse. Alors, comment ça se commence en général? Souvent par une histoire qu'on connaît tous. Une personne, super douée dans son métier, un vrai technicien expert qui en a juste marre de travailler pour son patron. Une petite voix dans sa tête lui murmure « Mais pourquoi je travaille pour cet idiot? Je connais ce boulot 100 fois mieux que lui, je pourrais lancer ma propre boîte et être enfin mon propre chef. » Et voilà, c'est là que se trouve l'hypothèse fatale. Être un excellent boulanger, ça ne veut absolument pas dire qu'on sait comment gérer une boulangerie. Ce sont 2 compétences qui n'ont rien à voir. Le cœur du problème, il est là. Comprendre le métier, ce n'est pas la même chose que de comprendre l'entreprise qui fait ce métier. Et la tragédie dans tout ça, c'est que cette entreprise, qui devait être une porte de sortie vers la liberté, elle devient une prison. Le technicien se retrouve à faire non seulement le travail qu'il aimait, mais aussi 10 autres tâches qu'il ne maîtrise pas du tout. Au final, il n'a plus une entreprise, il a le pire job du monde, avec le pire patron possible, lui-même. Pour vraiment piger pourquoi ça se passe comme ça, il faut comprendre que chaque patron d'entreprise abrite en réalité 3 personnalités qui sont en conflit permanent. C'est une véritable guerre civile qui se joue à l'intérieur. Voici nos 3 combattants. D'un côté, on a l'entrepreneur. C'est le visionnaire, le grand rêveur qui vit déjà dans le futur. Ensuite, il y a le manager. Lui, c'est le pragmatique. Il veut de l'ordre, de l'organisation tout de suite. Et enfin, le technicien. C'est l'expert, celui qui veut juste faire le travail, bien et maintenant. Forcément, ces 3-là sont constamment en désaccord et ils tirent le pauvre propriétaire dans toutes les directions. Et ce conflit intérieur, il se reflète parfaitement dans le cycle de vie de la plupart des petites entreprises, qui passent par 3 phases de développement qui sont souvent assez douloureuses. Au tout début, c'est la phase de la petite enfance. C'est le technicien qui est aux commandes, il jongle avec absolument toutes les casquettes, jusqu'à l'épuisement total. Puis, pour survivre, vient l'adolescence. On décide d'engager de l'aide. Et c'est là que les choses se corsent sérieusement. C'est vraiment le moment critique. On embauche un certain Harry pour donner un coup de main, mais sans système clair, Harry fait les choses à sa sauce. Très vite, les erreurs s'accumulent, les clients commencent à se plaindre, et le propriétaire, complètement frustré, finit par tout reprendre sur ses épaules en se disant la fameuse phrase « Si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire soi-même ». Résultat, l'entreprise stagne, voire régresse. Alors comment on sort de ce cercle vicieux? La solution, ce n'est pas de travailler plus dur. C'est d'adopter une perspective complètement nouvelle, et ce, dès le premier jour. C'est un changement de mentalité radical. La différence de vision est juste énorme. Le technicien, lui, il voit son entreprise comme un endroit où il va travailler. L'entrepreneur, par contre, il la conçoit comme le produit lui-même. Il ne se demande pas quel travail je dois faire aujourd'hui, mais plutôt comment mon entreprise doit-elle fonctionner pour que ma vision devienne réalité. Et voilà, on touche au point crucial. Il faut arrêter de penser qu'on vend des gâteaux, des coupes de cheveux ou je ne sais quel service. Non. Le vrai produit qu'on est en train de construire, c'est l'entreprise elle-même. Une machine, parfaitement conçue, capable de donner des résultats constants et prévisibles, peu importe qui appuie sur les boutons. Ok, mais comment on construit cette machine? Le modèle à suivre, c'est celui du prototype de franchise. L'idée, c'est de concevoir son entreprise comme si c'était le modèle parfait, le numéro 1, destiné à être copié 5000 fois. Prenez McDonald's. Qu'on aime ou pas leur burger, leur système est un chef-d'œuvre d'efficacité. Chaque petite tâche est analysée, documentée, optimisée pour que n'importe qui puisse l'exécuter à la perfection. C'est exactement ça l'objectif, créer une entreprise qui dépend de ses systèmes et non des personnes qui y travaillent. Cette phrase peut paraître un peu directe, mais en réalité, elle est incroyablement libératrice. Ce que ça veut dire, c'est que le changement doit commencer par le propriétaire lui-même. Il faut arrêter de travailler dans son entreprise et commencer à travailler sur son entreprise. Chaque jour, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux améliorer le système pour qu'il finisse par fonctionner sans moi? Bien sûr, construire ce système, ce n'est pas un truc qu'on fait une bonne fois pour toutes et c'est fini. Non, c'est un processus dynamique,
continu, une amélioration constante qui repose sur 3 étapes interdépendantes. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. D'abord, l'innovation. On cherche tout le temps des manières d'améliorer le fonctionnement. Ensuite, la quantification. On mesure l'impact de ces changements avec des chiffres, pas des impressions. Et enfin, l'orchestration. Si un changement est une réussite, prouvée par les chiffres, alors ça devient la nouvelle norme pour tout le monde. Point. Prenons un exemple tout bête. Au lieu de se fier à des « je pense que », on teste. Quelle couleur de costume fait vendre le plus? On met en place un test, on mesure les résultats. Ici, les données montrent noir sur blanc que le costume bleu augmente les ventes de 16%. La décision est donc basée sur des faits, pas des opinions. Hop, le costume bleu devient le nouvel uniforme. C'est ça la quantification en action. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à cette unique question. C'est vraiment ça le défi fondamental. C'est le tout premier pas pour construire une entreprise qui non seulement échappe à l'échec, mais qui en plus crée une vraie valeur et une vraie liberté pour son créateur. Et la réponse, on l'a vu, ne se trouve pas dans plus d'heures de travail, mais bien dans un changement radical de perspective.